Bienvenue sur Pas dans les manuels, les histoires vraies que l'école a oubliées. Cet homme a inventé la boisson la plus bue de la planète, et pourtant il est mort ruiné. Il a cédé sa formule pour une poignée de dollars avant que d'autres n'en tirent des milliards. Voici l'histoire vraie, et beaucoup moins connue qu'on ne le croit, de l'inventeur du Coca-Cola. On raconte souvent qu'un simple pharmacien cherchait un remède contre les maux de tête. La vérité est plus sombre, plus étonnante, et franchement beaucoup plus passionnante. Car tout commence sur un champ de bataille avec un coup de sabre. Notre héros s'appelle John Steve Pemberton, né en 1831 dans l'État de Géorgie, aux États-Unis. À 20 ans à peine, il est déjà diplômé en pharmacie, un métier qu'il exerce avec passion. C'est un homme brillant, curieux, obsédé par les mélanges et les remèdes miracles. En 1861, la guerre de sécession éclate et déchire les États-Unis en deux. Pemberton s'engage dans l'armée confédérée et devient lieutenant-colonel d'un bataillon de cavalerie. En avril 1865, à la bataille de Columbus, un coup de sabre lui lacère la poitrine. Pour supporter la douleur, les médecins lui donnent le seul antidouleur puissant de l'époque, la morphine. Comme des milliers de vétérans blessés, Pemberton en devient gravement dépendant. Oh non, pas la morphine, pourvu que notre pauvre pharmacien trouve la force de s'en libérer. Et cette addiction va, sans le vouloir, changer l'histoire des boissons à jamais. Car le pharmacien ne cherche pas d'abord un remède contre les migraines des autres. Il cherche désespérément un moyen de se libérer lui-même de la morphine. Dans son laboratoire d'Atlanta, il teste sur lui-même des dizaines de formules différentes. À la même époque, un produit fait fureur en Europe, le vin Mariani. C'est un vin de Bordeaux infusé aux feuilles de coca, adoré des rois, des artistes et même du pape. Pemberton décide d'en créer sa propre version américaine avec sa touche personnelle. En 1885, il lance le French Wine Coca, un vin tonique à base de coca et de noix de cola. Il le vend comme remède miracle contre les migraines, la déprime et même la dépendance à la morphine. Le succès est immédiat dans les pharmacies d'Atlanta, et l'argent commence enfin à rentrer. Pemberton tient peut-être la fortune entre ses mains, et il le sait parfaitement. Mais dans l'ombre, une décision politique se prépare, capable de détruire toute son entreprise. Et c'est là que tout bascule pour la première fois. En novembre 1885, Atlanta et son comté votent la prohibition. L'alcool y sera bientôt interdit. Pour Pemberton, c'est une catastrophe absolue, car son remède vedette est un vin. Du jour au lendemain, son produit phare devient tout simplement illégal. Quelle catastrophe! Des années de travail balayées par un simple vote, c'est vraiment trop cruel. Plutôt que d'abandonner, le pharmacien se lance un défi fou, recréer sa boisson sans une goutte d'alcool. Pendant des mois, il fait chauffer des mélanges dans une bassine en laiton dans son arrière-cour. Il cherche le goût parfait, celui qui ferait oublier le vin. Il garde les feuilles de coca et ajoute la noix de cola naturellement riche en caféine. Il y mêle du sucre, de l'acide citrique et un cocktail d'huiles essentielles tenu secret. Au printemps 1886, il obtient enfin un sirop sombre au goût inédit, sucré, épicé et étrangement irrésistible. La légende raconte qu'un serveur aurait ajouté de l'eau gazeuse par accident, créant ainsi la boisson mythique. En réalité, les historiens en doutent fortement. L'eau gazeuse était déjà la grande spécialité des pharmacies américaines. Accident ou pas, le mélange avec les bulles est une révélation absolue. Ces bulles ont l'air délicieuses. J'aurais tout donné pour être au comptoir et y goûter le premier. Le 8 mai 1886, la boisson est servie pour la première fois à la pharmacie Jacobs en plein cœur d'Atlanta. Prix du verre, 5 centimes, soit environ 1,5 $ d'aujourd'hui. Personne, ce jour-là, n'imagine qu'une légende mondiale vient de naître au comptoir. Il manque encore un nom à cette potion sombre et pétillante. C'est Frank Robinson, le comptable de Pemberton, qui propose Coca-Cola, pour les feuilles de coca et la noix de cola. Il calligraphie lui-même le nom d'une élégante écriture penchée, ce logo n'a presque pas changé depuis. À l'époque, le Coca-Cola n'est pas du tout vendu comme un simple soda rafraîchissant. Les publicités le présentent comme un médicament contre les maux de tête, la fatigue et les nerfs fragiles. Voilà d'où vient la fameuse histoire du remède contre la migraine. Et oui, précisons-le,
La recette originale contenait bien un extrait de feuilles de coca, donc des traces de cocaïne. C'était parfaitement légal à l'époque et courant dans de nombreux produits pharmaceutiques. Cette substance ne sera retirée de la recette qu'au tout début du XXe siècle. Mais voici le rebondissement que personne ne raconte. Le Coca-Cola est d'abord un échec commercial. La première année, Pemberton vend pour environ 50 $ de sirop seulement. Problème embarrassant. Il en a dépensé plus de 70 en publicité. Le produit du siècle est pour l'instant une affaire qui perd de l'argent. Pendant ce temps, la santé de Pemberton s'effondre à une vitesse inquiétante. Il souffre d'un cancer de l'estomac et sa dépendance à la morphine ne l'a jamais quitté. Malade et couvert de dettes, il a désespérément besoin d'argent frais. C'est alors qu'entre en scène un autre pharmacien d'Atlanta, redoutable homme d'affaires, Asa Griggs Candler. Lui croit dur comme fer au potentiel de cette boisson qui ne rapporte encore rien. Et il va se montrer d'une patience de prédateur. En 1887 et 1888, Pemberton, aux abois, vend des parts de sa formule à plusieurs investisseurs différents. Les sessions s'enchaînent dans une telle confusion que 3 versions du Coca-Cola circulent en même temps à Atlanta. Candler, lui, rachète patiemment chaque morceau, un par un. Au total, Candler débourse environ 2300 $ pour contrôler entièrement le Coca-Cola. Même en tenant compte de l'inflation, cela représente à peine le prix d'une belle voiture aujourd'hui. C'est probablement l'une des meilleures affaires de toute l'histoire du commerce. 2300 $ pour une recette qui vaudra des milliards? C'est le marché le plus fou de l'histoire. Le 16 août 1888, John Pemberton meurt à 57 ans, ruiné et épuisé par la maladie. L'inventeur de la future boisson la plus vendue du monde ne laisse presque rien derrière lui. Il n'aura jamais vu le moindre dollar de l'empire qui allait naître. Pauvre monsieur Pemberton, lui qui a tout inventé, il n'aura même pas vu un seul dollar. Le jour de ses funérailles, les pharmacies d'Atlanta ferment leurs portes en signe de respect. On raconte même que pas un seul verre de Coca-Cola ne fut servi dans la ville ce jour-là. Un dernier hommage discret à l'homme que l'Amérique allait pourtant vite oublier. Un détail déchirant, Pemberton avait tenté de garder une part de l'affaire pour son fils unique, Charlie. Mais le jeune homme, lui aussi rongé par la morphine, finira par tout revendre. Il mourra 6 ans après son père et la malédiction familiale de la morphine n'aura épargné aucun des deux hommes. Candler, lui, transforme l'essai de façon spectaculaire. Bon de dégustation gratuit, affiche partout, distribution dans tout le pays. En 1892, il fonde officiellement la Coca-Cola Company et les ventes explosent année après année. En 1919, l'entreprise est revendue pour 25 millions de $. Aujourd'hui, près de 2 milliards de boissons du groupe sont consommées chaque jour dans le monde. La marque Coca-Cola pèse à elle seule des dizaines de milliards de $. Et la formule secrète dort dans un coffre-fort blindé, exposé à Atlanta, à quelques kilomètres de l'ancienne arrière-cour de Pemberton. 2 milliards de boissons par jour! Un océan de soda, né dans une simple bassine en laiton! Quant à Pemberton, sa tombe est restée longtemps presque anonyme, dans un cimetière de Columbus, en Géorgie. Il a fallu des décennies pour qu'on lui offre une véritable pierre tombale. L'homme qui a fait boire la planète entière a bien failli disparaître des mémoires. Alors, la prochaine fois que vous ouvrirez une canette, ayez une pensée pour ce pharmacien blessé qui voulait simplement se soigner. Et dites-moi en commentaire, à sa place, malade et endetté, auriez-vous vendu la formule pour 2300 $? Ou auriez-vous tenu bon en pariant sur les milliards? Si cette histoire t'a plu, abonne-toi, il y en a plein d'autres que l'école a oubliées.